Philippe Vandel. De l'émission Apostrophe de Bernard Pivot au dernier talk-show de France 2, Quelle époque le samedi soir, le débat d'idées aurait peut-être disparu. C'est la thèse d'un essai qui vient de paraître. Le monde intellectuel a petit à petit subi l'attraction du monde médiatique et perdu une partie de son autonomie au profit des journalistes, des influenceurs, voire même de certains anonymes et des réseaux. Quelles modifications se sont produites au cours de ces 30 dernières années dans la production et la circulation des idées en France? Dans quelle mesure le débat d'idées se trouve désormais sous l'emprise des médias? Le terme est bien choisi. Avec nous l'auteur de ce terme et de cet essai, Rémi Riffel, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue des médias, vous avez notamment publié les livres Que sont les médias ou Révolution numérique, révolution culturelle. Votre dernier ouvrage, celui pour lequel on vous reçoit, c'est donc celui-ci, L'emprise médiatique sur le débat d'idées. C'est sous-titré 30 années de vie intellectuelle 89-2019, c'est publié au PUF, Presse universitaire de France. Quel a été le point de départ de cet essai? Même, je vous demanderais de le situer dans le temps. Vous vous êtes dit cette chose-là il y a 30 ans, ou il y a un peu plus en 89, ou c'était récemment quand vous êtes lancé dans l'écriture? Alors il se trouve que j'avais déjà, il y a un certain nombre d'années, travaillé sur cette question. J'avais étudié la période des années 1958-1990. Et j'avais déjà constaté que durant cette période, le monde des médias commençait à avoir une importance assez forte auprès des intellectuels, et on assistait déjà à la montée en puissance de ce qu'on appelait les intellectuels médiatiques dans les années 1970-1980. On se souvient des nouveaux philosophes, voilà, notamment exactement. de BHL, mais pas seulement, voilà, Glucksmann, qu'on voyait chez Pivot. Exactement, voilà, c'était un peu le point de départ. Alors, j'ai eu envie de poursuivre en me posant la question suivante. Qu'est-ce que finalement la télévision et surtout les médias numériques ont modifié dans cette configuration générale du monde intellectuel? Voilà, c'était ça le point de départ. Et j'ai pris donc une période d'une trentaine d'années, en partant de 1989, qui est une date symbolique, puisque c'est la chute du mur. La chute du mur, et parallèlement la création du web. Voilà, oui. Donc les deux sont liés. Et j'ai essayé de cerner un petit peu la montée en puissance des débats médiatiques à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux. Alors ça s'est fait progressivement. Oui. Voilà, vous prévenez d'entrée de jeu, c'est dans l'intro. Les temps ont changé, écrivez-vous. Il n'y a plus de débat d'idées à la télévision, une heure de grande écoute. Prenez l'exemple de l'émission Apostrophe, dans laquelle Bernard Pivot recevait des personnalités. Il les faisait débattre sur des questions les plus pointues. Ils étaient 4 autour de la table. Les arguments étaient longs, ils étaient circonstanciés. Chacun écoutait chacun. Ça, c'est un temps révolu. Alors, sur la période que j'ai étudiée, c'est pas totalement révolu, puisque je montre qu'il y a des exemples d'émissions où on prenait encore le temps de débattre avec des invités. Et j'ai en particulier étudié l'émission de Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais, qui pour moi est l'exemple type d'une émission qui invite des intellectuels, des penseurs, des chercheurs, des créateurs, des artistes de différents horizons, et qui leur donne la parole. Ouais. On dira un mot de Frédéric Tadei, mais juste comme ça pour situer, parce qu'on le connaît bien ici, Frédéric Tadei à Europe 1, et moi je l'ai même connu avant côté sur Radio Nova. Il me disait, quand j'ai fait une émission réussie, c'est que parfois il m'arrive de ne pas parler pendant 15 ou 18 minutes, et que ce soit les intellectuels entre eux qui s'interrogent et qui se répondent sans même avoir besoin d'un médiateur. Ouais, alors ça c'est quand même assez exceptionnel. Voilà. Donc cette émission qui a duré une dizaine d'années est quand même l'illustration qu'il était toujours possible de débattre à la télévision. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que la logique, je dirais, économique, concurrentielle, d'audience, a favorisé les débats courts, rapides, les polémiques, pour précisément fidéliser le téléspectateur et faire en sorte que le téléspectateur n'aille pas le voir sur la chaîne concurrente. L'accrocher. Alors, puisque vous parliez de ça, de mémoire, l'émission de Tadei a été supprimée faute d'audience. Oui. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais prétexte, et c'était sur le service public. Oui. Je vous cite, le débat a été conçu dès le départ pour être clivant. Le choix des participants doit répondre au principe d'une opposition nette des points de vue. Le clash est donc d'une certaine façon attendu. On comprend que vous parlez de la télévision d'aujourd'hui. Quand avez-vous vu naître cette recherche du buzz, même l'arrivée de ce mot buzz dans la sphère médiatique, Rémi Riffel? Alors, je pense que ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord un moment de bascule que je situe aux alentours des années 1990, où on a de plus en plus pratiqué ce qu'on appelle le mélange des genres. C'est-à-dire que... C'est Thierry Ardisson qui a inventé ça. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement de l'information, on fait en même temps du divertissement. Parce que pour parler d'un certain nombre d'idées ou de thématiques à l'ordre du jour, il faut que le téléspectateurs y prennent du plaisir. Et donc, on fait venir sur le plateau des personnalités qui viennent d'horizons très divers. Ça peut être un sportif, une chanteuse, et puis un penseur ou un philosophe. J'explique pour les plus jeunes, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu les émissions avant les talk-shows d'Ardisson. Il y avait des émissions de sport avec des sportifs, des émissions de variété avec des chanteurs, et des émissions politiques avec des politiques. Exactement. Et ce qu'a fait Ardisson, et avec Catherine Barma, la productrice, c'est qu'ils ont mélangé, il y avait une top modèle, il y avait un prêtre, un homme politique, un type qui était inconnu,
un has-been dont on pouvait se moquer. Et tout ce joyeux mélange faisait l'émission. Voilà, on faisait une sorte de cocktail et puis on voyait ce que ça donnait. Et puis généralement, du coup, ça partait un petit peu dans tous les sens, mais en même temps, il y avait de l'animation, il y avait des remarques assez agressives quelquefois, donc des polémiques. Et c'est à partir de là que ce modèle s'est mis en place à la télévision française. Ces émissions avaient également une vertu, c'est que ça faisait entendre à des gens qui n'avaient aucun intérêt quelqu'un qui était là pour voir un footballeur et qui entendait parler un philosophe. J'entends bien. Un gamin de 14 ans n'aurait peut-être jamais entendu parler de Schopenhauer s'il n'y avait pas eu Jean-Pierre Papin. Effectivement, c'est l'argument qui était avancé, qui est pertinent, c'est vrai. On est d'accord. Donc c'est une façon d'attirer notamment le public des jeunes qui s'étaient un petit peu retirés du monde de la télévision et de l'écoute de la télévision. Ce qui nous intéresse dans votre sujet, c'est qu'est-ce que ça a changé et en quoi ça a infusé, ça a obéré, ça a pénalisé, ça a peut-être même disrupté, pour employer un terme trop moderne pour moi, le débat intellectuel. Écoutez, un débat intellectuel digne de ce nom, c'est un débat où les différents représentants des courants de pensée ont le temps d'échanger, où ils s'écoutent, où ils s'opposent, mais où ils argumentent. Voilà. Or, les talk shows tels qu'ils ont été mis en place à la télévision sont des moments où vous n'avez plus le temps vraiment d'argumenter. Vous avez très peu vous avez quelques secondes, on retient une petite phrase, on l'a vu dans le domaine politique, ça a déteint dans le domaine intellectuel, et surtout on essaye de faire en sorte de capter l'attention, parce que le grand critère c'est évidemment de capter l'attention, puisque maintenant avec le numérique en particulier, c'est le critère essentiel, donner de la visibilité, captiver l'attention et faire du buzz, donc tout ça est mélangé dans le cadre des émissions de télévision, et donc on cherche à avoir des polémiques. C'est-à-dire ce qu'il faut retenir, c'est que deux philosophes se sont écharpés sur un problème précis, etc. Est-ce que c'est encore un vrai débat intellectuel ? J'en doute un peu. La mise en scène spectaculaire de ces débats a culminé avec l'émission de Laurent Ruquier. C'était sur France 2. Il a pris la suite d'Ardisson en troisième partie de soirée, 23h30 le samedi soir, une quinzaine d'années. Émission très longue, 3 heures en moyenne. Il s'agit évidemment d'On n'est pas couché. On va entendre Laurent Ruquier qui revient sur le succès de son émission et entendre un petit medley de l'émission. On a réduit cette émission au clash. Or, il n'y avait pas que des clashs, mais voilà, les clashs, ça plaît et ça fait le buzz. Je vais voir, moi, si tout à l'heure, on peut, sur votre spectacle fait pour nous faire rire, dire des choses qui vous ne vous feront peut-être pas forcément rire. Si vous avez mon talent, avec plaisir. D'accord. S'il y a des fans d'Hélène et les garçons qui regardent la télé, précipitez-vous sur ce livre. Là, il y a des limites. Sur cette question générale, il y a l'idée que ce livre n'est pas assez écrit et qu'il faudrait le reprendre, c'est ça l'idée ? Exactement, oui, il faut tout reprendre, je pense. Il y a quelques semaines, on avait reçu Karine Le Marchand pour un livre sur les célibataires et je pensais que j'avais lu le livre le plus inutile de l'année. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de cette petite jeune femme que vous avez vu démarrer, donc ? Je ne me serais pas douté, quand j'ai vu ce jeune ange délicieux, qu'elle allait devenir, à mes yeux, le diable de la télé. Parce que ce qu'elle fait, pour moi, c'est l'horreur absolue. C'est selon moi, pardonnez-moi, le plus mauvais livre que j'ai lu depuis très très longtemps. Depuis, je pense, en ce qui concerne cette émission, attendez, laissez-moi expliquer. Depuis celui d'Alessandra Sublet, peut-être. Mais j'ai trouvé que c'était à la littérature exactement ce que, vous voyez, ce que le caprice des dieux est au fromage au lait cru. Vous avez 1 an de travail, t'arrives, toi, et tu fais, c'est de la merde. Mais qui tu te prends, toi ? C'est de la merde, je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui m'as dit ça. Francis, calmez-vous. Qui tu te prends ? Mais Francis, calme-toi. On a reconnu Yann Moix, Natacha Polony, Eric Nolot et puis les invités. Réaction à ce que vous venez d'entendre, Rémi Riffel. C'est tout à fait l'illustration de ce que j'essaye de montrer, c'est-à-dire qu'on joue sur l'émotion, sur le spectacle, sur la réactivité, les jugements péremptoires et les critiques acerbes. Et donc, vous n'avez même plus le temps d'argumenter, puisque, en fait, c'était des échanges de réactions immédiates sans argument. Voilà. Avec cette nouveauté, on pouvait recevoir quelqu'un dont on pouvait dire du livre qu'il était mauvais, alors que quand Pivot trouvait qu'un livre était mauvais, il n'invitait pas la personne. Ça aussi, ça a changé. Ça a tout à fait changé. C'est-à-dire qu'effectivement, on essaye de faire en sorte que les invités puissent s'opposer, et on sait qu'ils vont s'opposer parce qu'ils ont des idées qui sont différentes, mais on met l'accent sur ce qui fâche et non pas forcément sur ce qui fait consensus ou ce qui permettrait d'avoir un dialogue. Voilà. Donc le dialogue apaisé est devenu, je dirais, un petit peu marginal. Comment retrouver le dialogue apaisé, l'emprise médiatique sur le débat d'idées? C'est la thèse, c'est l'essai de Rémi Riffel est avec nous. Culture Média continue. 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe
Wendel. En compagnie de Rémi Riffel, sociologue des médias, l'emprise médiatique sur le débat d'idées. C'est à la fois sa thèse et l'ouvrage qu'il publie chez PUF. C'est sous-titré 30 années de vie intellectuelle, 89-2019. On a entendu des invectives, on a entendu des cris d'oiseaux pour dire les choses. Il y a quand même des choses qui trouvent grâce à vos yeux. Vous pensez quoi d'émissions comme C'est ce soir, C'est dans l'air ou C'est politique? Est-ce que ce ne sont pas là des espaces tels que vous les définissez au début de votre livre? Presque, si j'ose dire, à l'ancienne, sans que ce terme soit absolument pas péjoratif. Oui, absolument. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas avoir une vision caricaturale de la télévision, parce que très souvent on dit à la télévision on ne peut plus débattre, ce qui est faux. La preuve, effectivement, depuis quelques années, il y a un certain nombre d'émissions qui attirent un public et où on prend le temps de discuter. Alors vous citiez C'est dans l'air ou bien C'est politique, etc. Et je trouve que ce sont des émissions de qualité qui donnent une bonne vision de ce que c'est qu'un débat d'idées. Voilà, avec le reproche qui est fait parfois à ces émissions, c'est que tous les intervenants sont du même bord. Oui, alors ça, il faudrait vérifier. Je veux dire, c'est possible que à propos de certaines thématiques, on réunisse des gens de même opinion. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'opposition forte comme on pourrait le penser. Ça reste à vérifier. Voilà. Mais je trouve que globalement, c'est à l'honneur de la télévision de continuer à proposer des émissions de ce type-là. Comment voyez-vous les chaînes d'information continues puisque ça pourrait être une bonne chose pour vous d'avoir du temps, et donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Eh bien, je pense que les chaînes d'information continue ont précisément accéléré le phénomène de polémique et de débat rapide. Faut dire qu'on est dans ce paradoxe, je vais synthétiser votre pensée, ils ont du temps et ils n'ont jamais le temps. Oui, exactement. Et puis ils ont toute la journée, on a l'impression qu'ils sont toute pressés. la journée, mais c'est quand même un robinet à images et puis à commentaires, donc il faut renouveler constamment le vivier des intervenants. Et alors il y a un vivier d'experts qui est sollicité en fonction de l'actualité. Alors c'est vrai que l'actualité a participé à ce phénomène. Je veux dire, par la guerre du Golfe dans les années 90, aujourd'hui la guerre en Ukraine, vous voyez des généraux, vous voyez des spécialistes de géopolitique. Pendant la pandémie, vous avez vu des spécialistes de problèmes de santé, des chercheurs. Donc ça, c'est exact. Ouais. Mais il y a une rotation extrêmement rapide et le débat est court, là encore. Voilà. Pendant la pandémie, il y avait des polémiques, on en a beaucoup parlé ici, parce qu'il y a même des gens qui étaient experts alors qu'ils n'y connaissaient strictement rien. Alors c'est vrai que les experts, dans ce domaine, oui, absolument, les experts entre eux se contredisaient, on est bien d'accord. Bon, voilà, d'où une remise en cause un peu de la parole des chercheurs et des savants qui est un petit peu regrettable, parce que évidemment ça donne le sentiment qu'ils ne sont pas fiables. Et les réseaux sociaux, comment voyez-vous ça? Est-ce que c'est un espace qui donne du temps? Alors d'abord, de la complexité, ou est-ce au contraire un espace qui oblige à ramasser sa pensée et donc à dire, énoncer des caricatures? Alors d'abord, il y a un côté positif à propos de l'essor des réseaux sociaux, c'est que ça élargit la prise de parole. C'est-à-dire le coût d'entrée est beaucoup plus faible. Quand vous êtes invité par un journaliste des médias traditionnels, vous êtes sélectionné, voilà, vous n'avez pas forcément la possibilité de vous exprimer. Sur les réseaux sociaux, tout le monde, à la limite, peut prendre la parole et s'exprimer, et donc ça change quand même la donne. Voilà. Alors, du coup, comme tout le monde s'exprime et qu'il y a de plus en plus de sites, de plateformes, etc., il est très difficile de se repérer. Je pense que l'une des difficultés actuellement dans le système médiatique, c'est que le grand public a du mal à repérer les sites fiables d'information ou de débat, parce qu'ils les connaissent mal et parce que précisément, ils ne sont pas labellisés, contrairement à des médias traditionnels très légitimes, qui ont une forte notoriété. Est-ce que ça favorise... Alors, ça favorise la prise de parole, ça élargit la possibilité pour un certain nombre de chercheurs, d'intellectuels de se faire connaître, et de jeunes collègues de 30, 40 ans qui, autrefois, n'auraient pas pu diffuser leurs travaux auprès d'un public plus large, et qui aujourd'hui peuvent le faire sur des sites, des archives ouvertes, etc. Donc tout ça est positif. Le revers de la médaille, vous le savez très bien, c'est que les réseaux sociaux, ça fonctionne à la viralité, ça fonctionne à une circulation extrêmement rapide, et donc là aussi, c'est une forme de simplification et de caricature. Je reviens à un terme que vous venez de citer, le mot sélection, l'emprise médiatique sur le débat d'idées. Oui. Est-ce que chez les intellectuels, la sélection peut se faire sur de mauvais critères, comme un footballeur qui serait choisi en fonction du fait qu'il ait ou non une belle gueule? Est-ce qu'il y a des intellectuels plus intéressants que d'autres qu'on ne voit pas parce qu'ils passent mal à l'écran? Si je veux dire, ça se trouve, Schopenhauer et Spinoza étaient nuls à l'oral. Ils n'auraient certainement pas été invités. Et peut-être que je sais pas moi, Kant était parfait. Oui, remporter le débat. Est-ce qu'il y a des injustices? Absolument. Où la forme touche le fond et éclipse le fond? Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de chercheurs, aussi bien dans le domaine des sciences humaines, des sciences sociales que des sciences dites exactes, qui produisent des travaux extrêmement pointus et riches, qui n'ont pas accès
à la parole médiatique, qui ne sont pas sélectionnés et invités par les journalistes, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce ne sont pas de bons clients. C'est-à-dire qu'il faut savoir vulgariser, simplifier. Ça n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Moi, je connais des chercheurs qui sont excellents, mais qui ne savent pas très bien s'exprimer à l'oral. Et eux sont forcément marginalisés et invisibilisés. Bon, ça c'est un fait. Le deuxième phénomène, c'est que certains d'entre eux ne souhaitent pas, ou en tout cas espèrent ne pas trop être sollicités parce qu'ils ont peur précisément de cette logique médiatique qui les conduit à être dans le spectaculaire et de ne pas avoir le temps. Donc c'est ce que on connaît ce phénomène. Pierre Bourdieu l'avait analysé à l'époque en disant on n'a pas le temps dans une émission de télévision, même une émission de radio, de véritablement développer sa pensée. Donc pourquoi y aller? C'est perdre son temps. Et donc il y a des arguments de ce type-là qui existent. Et donc, ceux qui sont sollicités sont globalement, effectivement, des chercheurs qui ont intégré, je dirais, les formats télévisuels, les routines de présentation dans le monde des médias. Je suis obligé de vous poser la question. Et vous-même? Alors moi, je suis très... avec les médias. Déjà, on est très heureux, vous êtes ici. Oui, je vous en remercie. Déjà, on est très heureux, j'ai dit oui. Non, parce qu'on n'était pas certain que vous acceptiez. Exactement. On s'était justement dit, c'est peut-être applique-t-il totalement sa thèse à lui-même, et il préfère rester chez lui dans son bureau. Non, alors il est de mon devoir quand même de faire part de mes travaux, parce que ça fait partie de ma mission d'enseignant-chercheur, et donc il n'y a pas de raison de ne pas vulgariser sa pensée ou sa recherche. En revanche, effectivement, je suis très prudent. Et souvent, quand je suis sollicité par des journalistes, je refuse. Pourquoi est-ce que je refuse? Parce qu'on me croit omniscient. C'est-à-dire que je suis étiqueté sociologue des médias. Donc tout ce qui touche les médias, je suis censé pouvoir y répondre. Et donc les journalistes me sollicitent sur des questions sur lesquelles je n'ai aucune compétence. Ah oui, par exemple, quand je n'ai aucune compétence, je dis non. Voilà. Par exemple, si on me demande de travailler sur l'importance, je ne sais pas moi, des émissions de télé-réalité, ce qui a été le cas récemment, je dis, je n'ai pas grand-chose à dire, je n'ai pas étudié la question, je refuse. Est-ce que c'était mieux avant, la télévision? Je suis obligé d'être abrupt, puisque vous qui voyez une évolution... je me méfie des analystes qui consistent à dire il y avait un âge d'or antérieurement, la nostalgie de ce qui se passait il y a 20 ans. Je ne suis pas dans cette analyse. Je pense qu'il faut travailler avec son temps. Il faut prendre. J'essaye de constater ce qui se passe et puis de s'adapter. Voilà. Et le gros travail des journalistes aujourd'hui, c'est de s'adapter aux nouvelles conditions de médiatisation. Et je pense qu'on peut toucher les jeunes aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, avec des idées, leur donner envie d'aller plus loin. Mais c'est un travail qui se fait petit à petit. L'emprise médiatique sur le débat d'idées. On a fait ce qu'on a pu ici. On pourrait parler des heures de chaque chapitre. Un grand merci, Rémi Riffel, d'être venu exposer votre thèse ici dans Culture Média en direct. Merci à vous. Dans un instant, comme tous les vendredis, on va parler sport, l'actu et les coulisses du sport business et du sport média. C'est Sacha Nokovic de l'équipe et on va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages. À tout de suite sur Europe 1.